morning. I call this meeting of the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce to order. Je déclare la séance ouverte du comité sénatorial des banques. C'est la 6e réunion qui porte sur l'utilisation de la monnaie numérique. Le comité a pour l'instant entendu le ministère des Finances, un historien dans le domaine économique, un professeur de l'école Bradman de Management, de la Banque du Canada et d'experts dans le domaine de la cryptographie. Le groupe Bitcoin Strategy aussi, et un expert aussi du plus grand marché d'échange des bitcoins du Canada. Aujourd'hui, nous allons aussi accueillir l'Association canadienne des paiements, l'Association des banquiers canadiens et la Banque royale du Canada. On veut étudier les systèmes de paiement utilisés par les institutions financières actuellement, y compris les produits numériques et mobiles qui permettront aux sénateurs de comparer ces systèmes et ces systèmes numériques tels que le Bitcoin. Alors, M. Darren Hanna est le vice-président par intérim des politiques et opérations de l'Association des banquiers canadiens et Carolyn Burke est vice-présidente carte internationale et produits de paiement canadiens de la Banque royale du Canada. Elle est accompagnée de Jeremy Borston, chef paiements émergents. Alors, bienvenue parmi nous et merci beaucoup d'être venu. Je vais maintenant laisser la parole à l'Association des banquiers canadiens, après quoi nous entendrons la présentation de la Banque royale du Canada. Monsieur Hanna, vous avez donc la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour représenter l'Association des banquiers canadiens et ses 59 membres, soit des banques canadiennes ainsi que des filiales et des succursales de banques étrangères qui exercent des activités au Canada. L'ABC apprécie l'occasion qu'on lui offre aujourd'hui de contribuer aux discussions sur les politiques publiques en lien avec d'importants enjeux qui touchent les Canadiens afin d'aider le comité dans son évaluation de l'usage de la monnaie numérique au Canada. Le comité a convié l'ABC aujourd'hui pour qu'elle partage ses connaissances au sujet des récents développements dans le domaine de la monnaie numérique et des tendances touchant les paiements électroniques. Nous avons suivi de près les audiences qui ont été tenues jusqu'à présent et nous savons que le comité a eu des témoignages d'une myriade d'experts à ce sujet, comme vous l'avez dit à l'instant. Dès le départ, je tiens à préciser que les banques au Canada n'ont officiellement approuvé aucune forme de monnaie numérique. Étant donné le rôle essentiel que jouent les banques dans le système de paiement, nous surveillons de très près l'évolution de la monnaie numérique. En bout de ligne, nous voulons veiller à ce que les consommateurs et leurs dépôts soient bien protégés et que toute transaction effectuée ne comporte aucun danger. Ce fait est très important pour les consommateurs. En fait, notre sondage a révélé que 76% des Canadiens font confiance aux banques pour protéger leurs transactions et leurs renseignements personnels. Nous devons donc préserver cette confiance dans l'ensemble du système des paiements du Canada. Mes remarques seront donc axées dans ce contexte et offriront le point de vue du secteur bancaire sur l'innovation dans les paiements numériques. Je me propose également de montrer au comité comment la stabilité et les innombrables avantages du système de paiement actuel peuvent lui offrir un angle selon lequel envisager le dossier alors que ses membres poursuivent leur examen de la monnaie numérique. Les banques appuient sans réserve la création de nouveaux moyens pour permettre aux consommateurs et aux marchands de pratiquer le commerce électronique et d'effectuer des transactions de façon efficiente, sécuritaire et pratique. En effet, les banques sont souvent les premières à adopter les nouvelles technologies de paiement. Par exemple, depuis 2010, les banques se sont engagées dans le déploiement de la nouvelle technologie NFC qui facilite au point de vente les paiements sans contact par carte de crédit et de débit. Cette même technologie peut faciliter les paiements au moyen de portefeuilles mobiles, permettant aux consommateurs de sauvegarder sur leur téléphone intelligent les renseignements de leur carte de crédit et compte bancaire et de payer simplement en agitant leur appareil. Plus de la moitié des Canadiens étant propriétaires d'un téléphone intelligent, selon des données récentes, et nous estimons donc que l'utilisation des portefeuilles mobiles et des paiements mobiles accusera une croissance, offrant ainsi aux consommateurs un choix additionnel de méthodes de paiement efficaces, sécuritaires et pratiques. Pour faciliter l'adoption des paiements mobiles, avantageux pour les consommateurs et pour les entreprises, les banques et les coopératives de crédit au Canada ont collaboré au développement d'un modèle de référence sur les paiements mobiles NFC au Canada, soit un ensemble de principes communs en matière de paiement mobile. Et plusieurs portefeuilles mobiles ont été introduits par des banques en s'appuyant sur ce modèle. Ce modèle est conçu en tenant compte de la sécurité et de l'utilisation des technologies existantes, telles que les terminaux de paiement sans contact. Ainsi, les consommateurs peuvent facilement adopter ces nouvelles technologies en utilisant des systèmes existants d'acceptation des cartes de crédit et de débit. Afin que ce système puisse fonctionner efficacement, le système donc des paiements
fait appel à la coordination entre plusieurs parties. Notre objectif consiste à définir clairement la conception des systèmes de paiement mobiles, et ce, très tôt dans le processus, afin de contribuer à intégrer ces mesures d'efficience dans le déploiement futur de ces systèmes au Canada. Ceci permet également aux consommateurs de profiter de l'expérience des portefeuilles mobiles de façon sécuritaire. L'innovation dans le système des paiements doit être encouragée, mais ne doit pas se faire en l'absence de mesures qui garantissent la protection des consommateurs et la stabilité du système de paiement actuel. Lorsqu'un consommateur dépose de l'argent à la banque, les fonds sont gardés dans une institution financière réglementée et le consommateur jouit des droits, des privilèges et des protections associés au fait de faire affaire justement avec une institution réputée et réglementée. Ces avantages comprennent la protection des déposants, une divulgation claire des droits et des responsabilités des consommateurs, une compensation pour la perte en cas de fraude, ainsi qu'un système de règlement des différends prouvés. Également, lorsque les paiements sont effectués à partir d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit émise par une banque, la banque joue le rôle de tierce partie de confiance en vérifiant la disponibilité des fonds et en garantissant la sécurité des transactions. Par contre, la monnaie numérique comporte des risques dont il faut être conscient. D'abord, les consommateurs sont exposés à l'ensemble des risques associés à tout changement de monnaie. Donc, que ce soit le risque de taux de change ou encore le risque de liquidité. Deuxièmement, il y a un risque associé au fournisseur que le consommateur choisira pour détenir la monnaie virtuelle. Il se peut que le fournisseur manque de résilience, fasse faillite ou adopte des normes de sécurité qui sont laxistes et qu'il ne puisse pas protéger la monnaie virtuelle en sa possession. Les pertes essuyées récemment par les consommateurs plutôt dans un fiasco bien médiatisé d'échange de bitcoins montrent les risques auxquels s'exposent les consommateurs lorsqu'ils utilisent des systèmes de paiement qui n'offrent pas les protections nécessaires. Ce comité sait certainement que la croissance rapide et l'innovation dans le domaine de paiement numérique ont conduit à un fractionnement accru des marchés de paiement avec des nouveaux intrants et de nouveaux compétiteurs qui offrent aux consommateurs des solutions novatrices et attrayantes. Comme je l'ai déjà dit, l'émergence d'entités non réglementées présente plusieurs risques pour le consommateur et pour la sécurité du système de paiement, plus particulièrement en ce qui concerne la protection du consommateur, la divulgation aux consommateurs et la protection des données et de stabilité du système. Le secteur bancaire a donc réalisé plusieurs analyses de ces éléments afin d'en comprendre les effets et de découvrir ce qu'il faut faire pour les régler. Donc, nous avons observé qu'il faut veiller à ce que le consommateur soit adéquatement informé des services de paiement offerts. Deuxièmement, il faut imposer aux fournisseurs de services de paiement le respect des normes et des seuils prudentiels et opérationnels afin de minimiser les possibilités qu'un fournisseur nuise aux consommateurs et à d'autres joueurs dans le système. D'autre part, il faut prévoir un mécanisme de recours pour les consommateurs si jamais un fournisseur manquait à ses responsabilités de livrer les services de paiement comme convenu. Le secteur bancaire est fier de faire partie intégrante de l'évolution du système de paiement et d'un système de paiement solide au Canada. Les banques appuient l'émergence d'un système de paiement numérique ouvert, concurrentiel et novateur qui mérite la confiance des consommateurs et tienne compte de la sécurité et de la stabilité du système de paiement global. Je serai maintenant heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Hanna. Nous écouterons maintenant Madame Burke. J'apprécie énormément l'opportunité d'être ici avec vous aujourd'hui. Thank you for inviting RBC to speak. Merci de nous avoir invités à prendre la parole aujourd'hui. Nous voulons offrir aux consommateurs et aux commerçants des options de paiement simples et sûres. Nous sommes fiers d'avoir toujours innové en matière d'options de paiement et nous appuyons sans réserve la position de chef de file du Canada sur le plan de l'économie numérique. Les Canadiens disposent actuellement d'un excellent choix en matière d'options de paiement et nous n'avons constaté aucune demande de devises numériques, même s'il en est tout à fait question dans les médias. RBC se tient continuellement au fait de l'évolution des besoins des clients et des avancées technologiques. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous parler de notre stratégie et de nos activités commerciales émergentes. Merci beaucoup de nous recevoir. Nous voulons vous parler des besoins des consommateurs et des commerçants en matière de choix, de sécurité et de
coûts réduits en ce qui a trait au paiement. Donc, nous allons vous expliquer comment nos solutions numériques répondent à ces besoins. La solution de paiement numérique de RBC vise à rendre les achats plus faciles, plus sûrs et plus satisfaisants pour les consommateurs et pour les commerçants. RBC s'est toujours efforcé de donner aux clients des choix quant à la façon d'effectuer leurs opérations bancaires et leurs paiements. Avant de lancer nos options de commerce mobile, nous avons plutôt délibérément attendu pour offrir à la fois des options de paiement par carte de débit Interac et par carte de crédit. Nous sommes résolus à ce que le commerce mobile n'augmente pas le coût des opérations qu'assument les commerçants. Nous allons donc faire en sorte que les frais soient le plus bas possible selon le mode de paiement choisi par les clients, la carte de débit Interac, la carte de crédit ou encore une carte cadeau de magasin. Nous collaborons avec un groupe qui représente des commerçants et des consommateurs afin de comprendre leurs besoins et d'offrir une expérience de commerce mobile simple, sûre et satisfaisante, qui ne soit pas très différente d'ailleurs de l'expérience actuelle avec les cartes de plastique. Nous offrons aux consommateurs les mêmes options dont ils disposent aujourd'hui avec la carte de plastique, c'est-à-dire le paiement par carte de débit Interac, la carte de crédit ou encore la carte cadeau de magasin. Comme il est beaucoup plus commode de conserver les reçus délivrés par les services bancaires en ligne et mobiles que les reçus imprimés actuels, c'est un système qui est avantageux. Mon collègue Jeremy Borstein va vous parler de la technologie et de l'aspect sécurité, qui est la principale préoccupation de nos clients et qui est une grande priorité en ce qui concerne les paiements mobiles. Jeremy? Merci Caroline et bonjour. Je m'appelle Jeremy Bornstein. Je suis chargée de l'application des stratégies et des solutions concernant les nouveaux modes de paiement à RBC. RBC s'est toujours efforcé d'offrir aux clients des choix, de la commodité et la sécurité. Le modèle de paiement mobile mis en œuvre un peu partout dans le monde ne correspondait pas à nos critères. Nous avons donc conçu un processus et une technologie de paiement mobile en instance de brevet que nous appelons nuage sécurisé RBC, afin que nos clients puissent choisir de faire leur paiement par carte de crédit, carte de débit ou carte cadeau. Au lieu d'être stockées dans le téléphone, les données confidentielles du client sont conservées derrière notre pare-feu afin que nous puissions les protéger sur nos serveurs à Stanford et à Guelph en Ontario. Le magazine Forbes a récemment publié un article sur les leaders du commerce mobile. RBC, parmi quelques autres banques, a été reconnu comme figure de proue de l'industrie à l'instar d'Apple, de Google et de PayPal. Le nuage sécurisé RBC est le premier service de paiement de ce genre et nous en sommes très fiers. Notre incursion dans l'univers du commerce mobile a commencé il y a plus de 4 ans avec l'adoption de solutions couramment offertes. Mais par la suite, comme RBC l'a souvent fait pour offrir une protection accrue contre les fraudes, de même qu'une expérience de premier plan pour les clients, nous avons créé notre propre solution en vue de proposer plus de choix. Sur la diapo 3, vous pouvez voir une représentation simplifiée de notre solution. À gauche, on voit les renseignements concernant le paiement du client. Ces renseignements sont conservés en sécurité derrière notre pare-feu. Ce qui est très important, c'est que nos clients peuvent utiliser à leur gré n'importe lesquelles de leurs cartes de paiement et pas juste une seule carte. Donc, leur carte de débit Interac, leur carte de crédit ou encore une deuxième carte de crédit co-marquée, ce qui est de plus en plus courant, pour leur paiement par téléphone mobile. Nous ne voulons pas contraindre le client à utiliser un seul instrument de paiement ou à en choisir un plutôt qu'un autre. Au milieu de la diapositive 3, le nuage sécurisé RBC tire plutôt les données de paiement de notre centre informatique et prépare le paiement. Notre solution repose sur la communication en champ proche par téléphone ou NFC, l'antenne étant le dernier élément entre le consommateur et le commerçant. Les commerçants d'aujourd'hui acceptent les paiements par carte de débit et par carte de crédit sans contact et sont prêts à accepter les paiements mobiles de RBC. Ils n'ont rien à changer. Il existe certes de nombreuses nouvelles solutions de rechange à la technologie NFC, mais comme 17 des 25 commerçants les plus importants acceptent les paiements sans contact au Canada, nous croyons que cette technologie offre le meilleur potentiel d'acceptation universelle. Nous sommes très confiants de la sécurité qu'offrent les cartes de paiement de RBC et de nos mécanismes de prévention des fraudes pour les protéger. Le nuage sécurisé RBC rehausse la sécurité des paiements. Une fois que le commerçant est payé, peu importe que le client ait glissé ou inséré sa carte ou encore qu'il ait juste approché son téléphone cellulaire pour payer, le commerçant est payé au plus bas coût possible selon l'instrument de paiement que choisit le client. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ce matin. Nous espérons avoir bien expliqué comment notre solution répond aux besoins des consommateurs et des commerçants en matière de choix, de sécurité et de faible coût des paiements. Merci beaucoup de vos exposés. Il y a plusieurs sénateurs qui m'ont signalé qu'ils voulaient vous poser des questions. Et nous allons commencer avec le sénateur Maltais, qui sera suivi par le sénateur Massicode. Sénateur Maltais.
Je viens juste d'apprendre qu'on peut se servir dans notre carte juste pour payer. Notre carte débit, je savais pas. Pas eu de publicité là-dessus. Notre carte débit peut payer sans la rentrer dans la machine, non? Je savais pas. Alors, on vient d'apprendre ça, c'est intéressant. Content que c'est une carte de la Banque Royale, merci. Tous les banques. Attendez. Moi, la question que je m'interroge sur la monnaie numérique, j'essaie de trouver l'utilité pour le consommateur ordinaire. Je dis pas les gens d'affaires qui doivent faire des transferts de fonds d'un pays à l'autre, puis bon, j'ai rien contre ça. Mais ici, on représente le monde ordinaire, le travailleur de moins de 60 000 $. Et lui, il a besoin de protection. Et hier, on avait une démonstration là, par les spécialistes de Bitcoin que le gars, il peut acheter des Bitcoins le matin, il peut en acheter pour 500 $ pour payer ses comptes, mais rendu au soir, s'il y a une dévaluation, il reste 300 dans son compte, il manque 200 $ pour payer la balance des comptes. Tandis qu'à la banque, si j'ai 500 $ dans mon compte et j'ai 487 $ de compte à payer, je suis certain que le soir, je vais avoir mes comptes vont être payés puis il va me rester quelques dollars. Ça, c'est la première sécurité qu'eux nous donnent pas. Et pour le consommateur moyen, j'exclus tous les autres, le consommateur moyen, quel est l'avantage qu'il pourrait avoir? Moi, je suis de l'âge où j'ai vu arriver les guichets automatiques. Ça m'a pris du temps. J'avais pas trop confiance à ça. Puis je me mêlais de Python. Puis bon, aujourd'hui, j'ai appris. Et ça a bien fonctionné dans l'ensemble du pays. Tous les banques, les institutions financières, ça fonctionne bien. Le consommateur moyen, il n'a aucune préoccupation quand il a ses sous, c'est de les conserver de la meilleure façon. Il ne veut pas risquer. Vous savez, on a vécu la petite crise financière en 2008 où nos CPG baissaient aussi vite qu'on mangeait nos toasts le matin. Et les gens ne veulent plus voir ça. Les gens, s'ils ont des épargnes, ils veulent qu'ils soient sécurisés et l'argent qu'ils ont pour faire leur activité quotidienne, ils veulent être sécurisés. Maintenant, dites-moi, si la nouvelle forme numérique, et là je ne m'adresse pas à une entreprise en particulier, je m'adresse à toute forme de monnaie numérique, est-ce qu'elle peut donner cette garantie-là aux consommateurs canadiens? Yeah. Sure. Senator, I think your question is fantastic. Sénateur, je pense que votre question est vraiment excellente. Vous avez vraiment mis le doigt sur l'aspect fondamental. Quand vous mettez de l'argent dans votre compte en banque, d'abord, vous avez un niveau de sécurité parce que vous savez que la banque est réglementée, qu'elle est sécuritaire. Vous savez que c'est une institution réputée. Surtout au Canada, on a un système bancaire parmi les plus forts du monde qui fait l'envie de nombreux autres pays. Et vous savez donc que la banque va vous fournir un mécanisme pour faire vos transactions, donc pour faire passer l'argent d'un endroit à un autre. Et ce système est sécuritaire et vous donne toutes les commodités. Donc, outre la sécurité, c'est un système qui est très pratique. Et vous savez aussi que ce que vous dépensez, ce sont des dollars canadiens. Ce que vous avez, ce sont des dollars canadiens. Ce qui vous reste, ce sont des dollars canadiens. Donc, si vous achetez quelque chose et que vous utilisez une monnaie numérique à la place de votre argent qui est dans votre compte bancaire, eh bien, vous l'avez dit, vous vendez votre devise canadienne contre autre chose qui fait l'objet du risque de taux de change et en outre, vous allez au-delà du système des institutions financières réglementées, donc vous n'êtes plus dans ce système sécurisé dont on a parlé plus tôt. Alors, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour les consommateurs à utiliser cette monnaie numérique? Eh bien, moi, je vous dirais que, à mon avis, non. Les banques fournissent des mécanismes extraordinaires pour vous aider à faire vos transactions de façon électronique à partir de vos comptes dans un environnement sécuritaire et de façon pratique. Senator Massicotte, please, to be followed by Senator Belmont. Thank you, Chair. Thank you for all three of you to being with us. We're navigating. Nous apprenons beaucoup de choses et nous en avons beaucoup à apprendre. Alors, merci de votre aide.
Madame Burkière, un témoin qui transigeait en Bitcoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant de son témoignage, mais son compte a été fermé parce qu'il y avait un préjugé contre ceux qui utilisent les bitcoins, même si ça ne devrait pas avoir d'effet sur le compte. Quelle est l'attitude de la banque envers ceux qui transigent en bitcoin? Eh bien, les bitcoins ne sont pas réglementés. Et le gouvernement aussi dit qu'il avait des questions au sujet de la source des fonds et de l'identité des clients. Et nous ne pouvons pas, avec les bitcoins, suivre nos processus normaux. Par exemple, si vous arrivez avec du comptant ou d'autres devises, nous savons quelles sont les sources de fonds pour lutter contre le terrorisme et l'argent sale. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un qui offre des bitcoins, mais il accepte des paiements en bitcoin. Et il dit que pour cette seule raison, vous avez annulé son compte. Donc, RBC n'a pas d'objection à ce que des entreprises acceptent des paiements bitcoin. Le problème pour nous sont les entreprises qui échangent les bitcoins pour faire des bénéfices dans la différence des coûts, parce que, comme Caroline disait, nous ne savons pas d'où viennent les fonds, nous ne pouvons pas appliquer les mécanismes habituels. Eh bien, il disait que lorsqu'ils ouvrent un compte Bitcoin, ils obtiennent plus de preuves d'identité que vous n'en demandez. Est-ce que vous avez demandé s'ils avaient fait ces vérifications? Et s'ils les ont fait, pourquoi décider de fermer le compte? Il y en a d'autres qui transigent, qui achètent des matières premières en jouant sur les cours et vous ne fermez pas leur compte. Eh bien, le problème pour nous, c'est que nous ne savons pas quelle est la source de fonds. Oui, mais ça donne l'impression que vous vous protégez contre un concurrent et vous allez vous assurer d'avoir un avantage. C'est l'impression que ça donne, mais je ne connais pas les détails. J'aimerais répondre. C'est inexact. Il y a d'autres produits pour lesquels nous savons d'où viennent les fonds, où ils sont passés. On peut retracer l'argent. Il s'agit de connaître nos clients et c'est une obligation réglementaire que nous assumons volontiers. En ce qui concerne les bitcoins, ce sont des transactions anonymes qu'on ne peut pas retracer. Et nous pouvons attester que nous connaissons nos clients. Donc, je n'admets pas que vous disiez que c'est une question de concurrence. Ce n'est pas le cas. Eh bien, les représentants de la Banque du Canada ont dit pour chaque transaction en bitcoin, il y a une chaîne qui peut être retracée. C'est un peu l'Internet. Tout le monde dit que ça va être anonyme, mais ce ne l'est pas. Et de nombreux experts nous ont dit que c'est retraçable, qu'on peut suivre qui était propriétaire du bitcoin et remonter la chaîne et savoir exactement d'où vient l'argent. Mais vous n'acceptez pas cela. Eh bien, le fait, oui, les transactions sont retraçables. C'est un des avantages du bitcoin. C'est que les transactions sont irrévocables, mais il n'y a qu'un nom attaché à cette transaction, pas au moment de l'échange, pas dans la chaîne des transactions. C'est anonyme. C'est un peu comme Internet. Si vous voulez remontrer à la source, vous pouvez aller à Rogers et demander oui, mais il n'y a pas l'équivalent de Rogers pour les bitcoins. Oui, mais il y a une bourse. Le témoin d'hier disait que c'est exactement qui est son client et que vous auriez pu savoir qui était la personne. C'est une question intéressante et je pense que
Vous dites que les utilisateurs, les consommateurs et les entreprises qui échangent des bitcoins ou d'autres formes de paiement auraient intérêt à ce qu'il y ait un bon cadre de réglementation afin que tout le monde comprenne ses droits, ses responsabilités, la sécurité, la fiabilité. Du point de vue de l'association, c'est quelque chose que nous appuyons. Nous pensons que les paiements devraient être réglementés pour que, quel que soit le fournisseur de services de paiement, vous devez être sûr que c'est un mécanisme solide, stable et connaître vos droits et vos responsabilités, que vous en soyez clairement informés, que vous avez des recours en cas de problème. Et je pense que ça répondrait aux problèmes que vous soulevez. Le problème, c'est que les bitcoins ne sont pas réglementés et c'est ça le problème. Eh bien, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut réglementer et de quelle manière? Vous dites qu'il faut que ce soit réglementé comme une banque, que le Bitcoin doit faire partie du système de compensation. Vous voulez beaucoup de garanties pour ceux qui font des échanges. C'est une option qu'il faudrait examiner, mais l'autre position, c'est que le Bitcoin, c'est comme l'or ou l'argent, c'est un produit et on n'a pas ce genre de garantie pour ces échanges. Et nous ne voulons pas que ce n'est pas la monnaie nationale. On n'en fera pas la notion nationale. Je ne sais pas pourquoi les Canadiens accepteraient de perdre le contrôle de leur monnaie. Mais pourquoi permettre le développement de notre système de paiement non réglementé? Il doit y avoir quelque chose de plus efficace, n'est-ce pas? Eh bien, je comprends ce que vous dites. Le problème, c'est que le consommateur moyen, en général, n'arrivera pas avec une livre d'or ou un baril de pétrole pour payer ses achats. Alors, le Bitcoin, ce n'est pas conçu pour régler de petites transactions. Il y a beaucoup de monnaies numériques. Il y a des guichets automatiques pour les Bitcoins, mais il n'y a pas de... Il y a des gens qui constatent que c'est une méthode de paiement tout à fait semblable à une carte de crédit ou de débit. Et ils ne font peut-être pas la différence, ils ne la comprennent peut-être pas. Eh bien, pourquoi est-ce que vous avez parlé de réglementation? Pourquoi est-ce que le contribuable canadien se mêlerait d'assumer ce risque que l'acheteur soit prudent si quelqu'un veut échanger des bitcoins? 80% des détenteurs de Bitcoin connaissent les risques. Pourquoi est-ce que les Canadiens voudraient les protéger contre les pertes? Laissons-les aller. Si ça réussit, ça réussit. Et dans 5 ans, peut-être qu'on réglementera. De notre point de vue, nous ne demandons rien d'extraordinaire. Nous vous demandons simplement une certaine réglementation pour que le consommateur sache que ce qu'il utilise, c'est sûr et qu'il y a des recours en cas de problème. Nous voulons que les systèmes de paiement qui existent respectent déjà ces dons parce que ce sont de bonnes entreprises. Le Bitcoin aurait besoin de la même réglementation pour mériter la confiance du public. Et ce serait une bonne base. Et pour ces entreprises, c'est déjà quelque chose de normal. Sénatrice Bellemare et ensuite la sénatrice Ringuette. Vous posez des questions un petit peu dans la lignée de ce qu'on vient de discuter. Je pense qu'on sait que le système des banques au Canada est très efficace, il est efficient, il a fait de l'innovation, il a fait ses preuves. Mais il y a des coûts. Hein. On sait qu'il y a des coûts qui sont reliés à notre système de transactions. Et hier, on a reçu, comme vous le savez, des gens de l'industrie du Bitcoin. Et selon eux, leur argument majeur, c'est que le Bitcoin, on ne sait pas encore si c'est de la monnaie, ou si c'est une commodité ou un mode de paiement. Bon, ça, c'est une autre question. Mais selon eux, le Bitcoin comme mode de paiement, en raison de la faiblesse des coûts de transaction, c'est une innovation majeure.
surtout à l'échelle internationale. Donc, pour le mode de paiement et pour le commerce, le e-commerce et tout ça, que le système bancaire régulier, traditionnel, ne peut pas offrir. Bon, on nous a donné toutes sortes de petits exemples, là, et on achète des bitcoins et on est sûr que de l'autre côté, ils vont recevoir les bitcoins. Il y aura pas, ils ne seront pas réduits. C'est sûr qu'il faut les convertir, mais là, ils nous ont répondu par rapport à la volatilité, que tout un système qui est en train de se mettre en marche pour que la valeur du Bitcoin ne soit pas volatile dans la même journée, ou en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir des tendances à long terme, là. Alors, je voulais vous entendre là-dessus, votre réaction à cet effet que les coûts des transactions des Bitcoins est tellement réduit, ça va rajouter beaucoup de valeur dans l'économie, ce que le système bancaire ne peut pas faire actuellement, mais qui pourrait peut-être faire s'ils offraient aussi de la monnaie de cette nature-là dans leurs services. Alors, comment réagissez-vous à ça? Parce qu'on voit, là, ici, c'est intéressant, mais il y a des coûts quand même liés à ça. Il y a des coûts pour le commerçant, il y a des coûts pour le client. Alors, comment réagissez-vous à cette... Ça serait intéressant de voir les faits à propos du coût. Et peut-être on peut commencer avec Darren et après avec Jeremy, juste pour comprendre les faits à propos des coûts de Bitcoin. Sure, and I'm glad you raised the question. Oui, je suis contente que vous posiez la question, sénatrice. Elle est importante. C'est un mythe ou une impression erronée. Quelle serait une transaction si je voulais vous envoyer 100 $ en Bitcoin? Parce que le Bitcoin, ce n'est pas très liquide. Donc, je vais commencer en dollars canadiens et je suppose que vous voulez des dollars canadiens aussi. Alors, voyons ce que ça coûterait et je n'invente pas. J'ai pris les chiffres d'une bourse de Bitcoin. Donc, la bourse va vous demander 5 $ pour mettre vos 100 $ dans votre compte. Ensuite, ils vont vous demander 1,5% pour échanger vos dollars canadiens en Bitcoin. Moi, je vais l'envoyer à Jeremy et je vous parlerai un instant des conséquences de cela. Alors, je lui envoie l'argent et la bourse va lui demander encore 1,5% pour transférer de Bitcoin en dollars canadiens et 6 $ pour qu'il retire l'argent. Si vous faites le total de dollars, cette transaction de 100 $ a coûté 14 $. Et il y a un autre élément à cela que Jérémy pourra vous exposer. L'échange de Bitcoin entre parties à supposer que c'est un simple transfert de fonds de personne à personne. Et les banques comme RBC offrent cela gratuitement. Il y a des coûts, il y a de la friction. Et nous avons des portefeuilles. Et ce sont des entreprises qui sont là pour faire des bénéfices. C'est leur coût minimum. Pour le transfert, c'est d'au moins 1,5%. Et la difficulté auquel font faire face les consommateurs, c'est non seulement la volatilité, mais le fait qu'ils ne sont pas liquides et qu'ils sont échangés sur de nombreuses bourses. Et mettons que le Bitcoin est de 400 $ US aujourd'hui. Et selon la bourse, ça peut être 250 $ ou 800 $. Donc, il appartient au client de vérifier toutes les bourses pour choisir celle où il fera l'échange de nombreux services. Par exemple, un guichet automatique demande 3% de frais en plus de 6 $. Donc, ça coûte beaucoup plus cher qu'une transaction en ligne ou avec un dollar canadien. De chiffres. Ce qui serait peut-être intéressant, Monsieur le Président, c'est que vous nous fournissiez au comité, selon vous, là, vous compariez les coûts de l'utilisation de transactions avec le Bitcoin et avec le mode de paiement plus traditionnel. Parce que ce qu'on sait, en tout cas, c'est que les cartes Visa, ça coûte cher. On sait aussi que pour plusieurs utilisateurs, quand on paye avec débit, il y en a qui ont des frais, dépendamment de leurs arrangements avec leurs institutions financières. Les commerçants payent aussi des frais. Donc, ça fait beaucoup. Mais ça serait bien intéressant qu'on ait quelque chose de concret pour pouvoir mesurer
la différence dans les coûts de transaction de l'une ou l'autre. Et on pourra... Et des devises étrangères. Oui, oui, ça c'est le Mr. secteur... Bornstein, is this something you could provide to the committee? Est-ce que vous pourriez fournir ça au comité? Oui, bien sûr, on pourrait faire cela. On apprécierait grandement. $, d'une personne à l'autre. Dans une banque canadienne, il n'y aurait pas de coût parce que pour les consommateurs, ils sont protégés et ils peuvent transférer de fonds d'une personne à l'autre sans coût. On aimerait ça une devise étrangère. En devise étrangère, parce que... Ouais. Peut-être ma banque est trop chère, ça va. Étant donné qu'un transfert canadien sans Bitcoin, il n'y a pas de devise étrangère. Hein? Non, non, mais on aimerait avoir, quand, mettons, un commerçant qui veut acheter des produits à l'étranger, Oui. il doit payer dans une haute devise. Alors, il y a des coûts dans toutes ces transactions internationales. Également, une personne qui veut acheter par e-commerce, avec le commerce électronique, des produits. Alors, C'est certainement quelque chose qu'on peut produire, mais il y a un point ici. Si je suis un commerçant et j'achète de quoi des États-Unis pour $1,000, je transfère des fonds canadiens ou des fonds américains. Si j'achète en Bitcoin, il y a un transfert canadien à Bitcoin aux Américains. Alors, c'est 2 fois les frais de devises étrangères. Il y a 2 conversions, pas juste une. Hein? Ouais. Yeah. One of the Now move to Nous passons maintenant à la sénatrice Ringuette et ensuite le sénateur Black. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ça fait 8 ans que je suis membre du comité des banques et c'est la première fois que l'Association des banquiers viennent nous demander de réglementer. Merci, sénatrice. En ce qui... Vous nous avez dit que les institutions bancaires canadiennes offrent une garantie pour les transactions électroniques. Et j'ai constaté au cours de la dernière année que certains de vos clients ont de nombreuses difficultés, les marchands aussi. Des problèmes de fraude et de perte. Et certains de vos membres refusent de remplir leurs obligations en ce qui concerne les pertes. Dans les transactions électroniques. Donc, j'accepte ce que vous dites, mais avec certaines réserves à cause de tous les problèmes dont on a entendu parler. En plus de demander une réglementation, le groupe qui a comparu hier aussi demandait une réglementation, comme le sénateur Mascotte l'a indiqué. Et il considère qu'il fournit un service parce que, surtout les institutions bancaires du Canada et des autres pays, demandent des frais de transaction et d'échange qui sont trop élevés, étant donné les conditions du marché actuel. Depuis 6 ans, vous demandez que ne soient pas plafonnés les frais pour les marchands et vous dites que si ce que vous offrez n'est pas bon pour le marché libre va fournir un autre service.
Maintenant, il y a un autre service et vous demandez qu'on le réglemente. Vous semblez vouloir le beurre et l'argent du beurre. Et ça me pose problème. Mais pour en revenir à la question des bitcoins, en tant que collectivité bancaire, monde des banques, est-ce que vous cherchez des options pour faire concurrence au Bitcoin? Vous n'avez pas fini? OK, allez-y. Oui, laissez-le répondre, sinon on va manquer de temps en fonction du coût. Eh bien, je vais commencer à répondre parce qu'il y a 4 ou 5 choses auxquelles je veux répondre. Tout d'abord, soyons clairs. Vous parlez de responsabilité. La politique de responsabilité des banques est très claire. Nous le respectons tous. Et notre conformité fait l'objet d'une supervision. Si vous êtes une victime de fraude, vous ne serez pas responsable de la transaction. Ça, c'est très clair. Je sais que la presse rapporte que certains disent qu'ils n'ont pas été indemnisés correctement. Mais cette politique est appliquée et strictement respectée. Deuxièmement, vous avez parlé de l'établissement des prix. Comme on vient juste de le dire, lorsque vous regardez ce que ça coûte de faire une transaction avec des bitcoins du début du processus jusqu'à la fin, c'est-à-dire en dollars canadiens, et puis en bout de ligne, en aboutissant avec des dollars canadiens, on voit quelle valeur vous obtenez en tant que marchand parce que vous acceptez la carte de crédit. Lorsque vous acceptez la carte de crédit, non seulement vous avez un meilleur prix que le prix dont je viens de vous parler en bitcoin, mais en plus, vous avez l'assurance d'avoir un réseau stable, bien géré. Vous pouvez vendre au crédit. Vous avez tous les avantages associés à ce système de carte de crédit. Donc, ce que ça prouve vraiment, c'est que c'est une valeur extraordinaire par rapport au Bitcoin. Maintenant, au sujet de la réglementation, comme je l'ai dit plus tôt, tout ce que nous voulons, c'est un certain niveau de sécurité, de stabilité pour s'assurer que lorsqu'on entre dans le marché, lorsqu'on transige sur le marché, eh bien, les consommateurs savent que le service qui est fourni est un service sécuritaire, bien rodé, et que donc les consommateurs sont bien au courant de leurs droits et responsabilités. Et ça s'applique aussi aux marchands. Et on veut s'assurer qu'il y ait un type de recours. Ce sont vraiment les éléments de base. Maintenant, pourquoi certaines institutions ne demandent pas la même chose? Je ne sais pas. J'imagine, comme je l'ai dit plus tôt, que ça veut dire que ces exigences sont déjà respectées. Et à ce moment-là, on pourrait tout simplement fournir un guide pour ceux qui ne respectent pas ces exigences. Allez-y. Très bien. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Burstein, peut-être? Non? Bon, alors, j'avais d'autres questions. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'une solution alternative parce qu'en bout de ligne, vous n'avez pas voulu réduire vos frais de transaction, que ce soit pour les cartes de crédit ou même pour les taux de change, pour acheter des devises étrangères ou encore lorsqu'il s'agit d'envoyer des fonds à l'étranger. Donc, c'est un problème. Alors, ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'était la chose suivante. Est-ce que vous êtes en train d'examiner une solution alternative et concurrentielle au Bitcoin parce que les Bitcoins, inévitablement, vont devenir un concurrent? Réponse, nous avons déjà une solution alternative concurrentielle, c'est-à-dire le réseau de paiement que nous avons au Canada et qui permet les paiements électroniques et les transactions électroniques. C'est une plateforme novatrice. Il y a aussi de nouvelles formules, de nouvelles formes qui sont mises sur le marché, qui sont extrêmement rentables et plus rentables que le Bitcoin. Eh bien, comme le sénateur Bellemare vous l'a demandé tout à l'heure,
oui, vous nous avez fourni vos modèles, mais on ne connaît pas vos coûts. Je n'ai quand même toujours pas eu de réponse. Je ne sais pas s'il y a des solutions concurrentielles ou non qui sont envisagées, mais bon, tant pis. Désolé, mais vous pouvez poser votre question dans la deuxième tournée. Le sénateur Black, vous voyez que cette question suscite énormément d'intérêt. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à tous d'être ici. Monsieur Hanna, merci de revenir parmi nous. Au début de ma carrière, j'étais avocat dans le secteur bancaire, alors je comprend très bien l'aspect de précaution qui est absolument fondamental dans votre domaine, non seulement pour vous, mais aussi pour les Canadiens, et je vous en remercie. Et à titre d'introduction, j'aimerais aussi féliciter RBC du travail communautaire que vous réalisez au Canada, un travail considérable. Je vous en félicite et j'aimerais profiter de cette occasion pour souligner cette contribution que vous faites dans la société canadienne. Alors, merci beaucoup. J'ai 3 questions, si vous me le permettez. La première question, peut-être que M. Hanna, cette question s'adresse plutôt à vous, c'est la suivante. Mardi dernier, le directeur exécutif de la Banque du Montréal a été interrogé au sujet des devises numériques et il a répondu qu'à son avis, elles étaient fiables et réglementées et qu'il n'y avait pas de raison de ne pas jouer le rôle d'intermédiaire dans les transactions de Bitcoin. Et je cite, et il a dit également, si les bitcoins peuvent être donc une source fiable d'échange d'argent et en bout de ligne, on pourra peut-être transiger, faire affaire avec les bitcoins. Alors, voici ma question. Qu'est-ce que vous comment définissez-vous un moyen fiable d'échange d'argent? Réponse. Écoutez, c'est une excellente question. Je ne veux pas parler au nom du directeur exécutif parce que je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais pour interpréter cette intervention, je pense qu'on peut dire qu'il faut un cadre réglementaire pour être absolument certain que ces mécanismes de paiement, y compris les bitcoins, soient absolument sécuritaires. Donc, en tant que consommateur et en tant qu'organisation aussi, je veux savoir que l'instrument que j'utilise plutôt est sécuritaire. Et je veux connaître mes droits et responsabilités relativement à mes transactions. Je veux être confiant. Je veux que les clients soient aussi confiants et qu'ils sachent que c'est un produit donc sécuritaire. Donc, vous diriez au sujet de l'innovation que les commentaires de cette personne sont justifiables. C'est-à-dire que si c'est un produit réglementé et sécuritaire, pourquoi pas? Réponse. Chaque entreprise va prendre ses décisions relativement à ce type d'outils novateurs, mais c'est certain que ça rend le produit beaucoup plus rentable, beaucoup plus viable. Que vous le choisissiez ou non, eh bien, c'est votre décision individuelle. Très bien. Pour continuer, vous pourrez tous les 3 y répondre. Hier, on a entendu un panel qui demandait de la réglementation, naturellement, et ils nous ont avancé que pour réglementer ce type de transaction, on pourrait simplement définir les bitcoins et avoir un règlement et des exigences en matière d'échange financier au Canada. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Réponse. Je comprends l'intention ici, mais le problème, c'est que je dois être absolument certain que les mécanismes par lesquels on transige les bitcoins soient sécuritaires et sûrs. Donc, par exemple, si je décide de les acheter, de les conserver, je veux pouvoir avoir les mêmes attentes en matière de sécurité par rapport à cet instrument. Donc, je veux connaître mes droits et responsabilités. Donc, il faut une divulgation. Je dois aussi savoir quelles sont mes attentes et quels sont mes recours s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ce n'est pas uniquement le mécanisme lui-même, donc pas juste la devise numérique, mais tout le mécanisme de transaction de la devise qui doit être examiné. Et vous dites que les règlements qui régissent plutôt les échanges internationaux, les échanges au Canada, peuvent être utilisés pour définir cela. Je ne peux pas répondre à votre question. Écoutez, un des problèmes avec les devises numériques et les bitcoins plus précisément, c'est qu'ils sont conçus justement pour nous empêcher en quelque sorte de comprendre la source des fonds. C'est pourquoi on ne peut pas forcément connaître l'origine des fonds et ça contrevient aux exigences. Bon, écoutez, je n'en connais pas grand-chose sur les bitcoins. Je suis vraiment un novice, mais on nous a dit que le bitcoin, en réalité, les protocoles de bitcoin, si vous voulez, sont plus transparents que d'autres protocoles. C'est ce qu'on nous a dit en tout cas. Vous n'êtes pas d'accord. Réponse, nous ne sommes pas d'accord.
D'accord, très bien. Monsieur Bernstein, si vous me le permettez, Monsieur le Président, j'ai une dernière question. Alors, laissons toute cette discussion de côté. J'aimerais changer de perspective. Expliquez-moi, s'il vous plaît, quel est, à votre avis, l'avenir des bitcoins et des devises numériques dans 5 ans? Pour revenir à ce que Madame la sénatrice Ringuette disait, nous avons passé beaucoup de temps dans mon équipe et dans d'autres équipes à la banque pour examiner justement ces différentes solutions novatrices, pour essayer de déterminer quels besoins justement ils permettent de combler chez les consommateurs. Et pour l'instant, nous n'avons pas encore compris ou trouvé quel était ce besoin que le Bitcoin pouvait justement combler. Et ça s'applique aussi à la devise numérique. Alors c'est très difficile d'imaginer dans 5 ans, quel sera son rôle dans le paysage banquier? Réponse, pensez-vous que ces devises joueront un rôle? Réponse, écoutez, les consommateurs veulent des choix, veulent de la commodité et veulent avoir confiance dans le système qu'ils utilisent. Je pense que les Canadiens ont été très bien servis par le système de paiement. Il y a des systèmes facilités partout dans le monde. Et si vous regardez les coûts généralement de ces systèmes de paiement avec le coût de débit et le coût de crédit qui sont modérés, avec les avancées technologiques, les puces et bien sûr la technologie NFC dont j'ai parlé, nous sommes des chefs de file en matière de paiement électronique. Donc, je pense qu'on voit beaucoup de titres, de grands titres dans les journaux, mais ça ne s'applique pas à la réalité parce qu'au Canada, on n'a pas ce besoin. Alors, je ne veux pas vous faire dire ce que vous ne voulez pas dire, mais est-ce que vous pensez que cette tendance va se poursuivre? Est-ce que vous êtes en train de me dire que vous pensez que c'est une bulle? Écoutez, RBC veut s'assurer de satisfaire aux besoins des clients à long terme. Donc, les besoins changent et au fur et à mesure de ces changements, nous mettons à jour nos services pour nous assurer de toujours répondre aux besoins des consommateurs. Mais je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'une autre devise numérique distincte. Pour l'instant, les besoins ne le justifient pas. Merci beaucoup. Sénateur Hungry, Sénateur Green. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup de vos exposés qui étaient fort intéressants. Bon, je suis vraiment une novice. J'ai lu certaines choses au sujet des bitcoins, mais je n'en connais pas beaucoup. Donc, en tout cas, la discussion d'aujourd'hui m'a beaucoup intéressée. J'ai beaucoup entendu le mot volatilité lorsqu'on parle des bitcoins. Et j'ai aussi appris que j'ai aussi entendu les termes sécuritaires sûrs. Est-ce que vous pensez que les bitcoins peuvent être manipulés par des entités qui ont beaucoup de bitcoins, justement, et ou encore par des ordinateurs qui peuvent créer des transactions frauduleuses? Malheureusement, je ne crois pas que nous soyons qualifiés pour répondre à votre question. Il y a certainement eu des communiqués de presse ou encore des discussions qui portaient sur ce sujet, mais nous ne pouvons pas vous répondre. Réponse. Au sujet de la volatilité, en revanche, il ne fait aucun doute que le Bitcoin est extrêmement volatile et que son prix chaque jour change beaucoup. Et en tant que consommateur, si vous décidez de l'utiliser, eh bien, vous vous exposez aussi au risque associé à la volatilité par rapport à un mécanisme de paiement plus conventionnel offert par les institutions financières, bancaires. Bon, eh bien, merci beaucoup. Je peux vous assurer qu'en tant que consommatrice et utilisatrice des banques, je n'ai certainement pas l'occasion de me mettre à transiger avec des bitcoins. Merci beaucoup. Ça n'était pas une question, je crois. Non, en tout cas, merci de ce vote de confiance. Sénateur Green, merci beaucoup. J'observe que la valeur des bitcoins, l'objectif, la force du bitcoin, en fait, c'est que ça permet des transactions de pair à pair, sans intermédiaire, sans passer par une banque et sans système de paiement national qui coûte de l'argent. Donc ça, évidemment, c'est très précieux. Maintenant, pour l'instant, la valeur de cet aspect est assez théorique dans un certain sens parce qu'il n'y a pas beaucoup de transactions qui se font justement de pair à pair parce que ça exige un certain niveau de confiance qui n'est pas encore là, comme on l'a dit. Donc, si dans 5 ans ou dans quelques années, on observe que les transactions de pair à pair, justement, augmentent, si ce phénomène devient plus important, est-ce que vous pensez que
devises numériques telles que le Bitcoin pourront apporter quelque chose au système? Réponse. À RBC, nous sommes très fiers d'offrir à nos clients un forfait de 10 mois de transactions pair à pair gratuit au Canada. Et il y a d'autres façons d'ailleurs d'envoyer de l'argent entre les personnes qui causent très peu de difficultés, qui sont très faciles, même avec une version mobile. Et on offre maintenant un service qui permet aux clients d'échanger de l'argent entre des pairs par Facebook, et cela complètement gratuitement plutôt, à hauteur de 10 transactions par mois. Comme Caroline l'a dit plus tôt, nous avons plusieurs solutions qui offrent vraiment des commodités intéressantes pour les consommateurs canadiens. Et vous parlez donc de ces transactions de pair à pair. Disons que la Banque du Canada décide d'adopter une devise numérique et de permettre au dollar canadien d'être transigé de façon virtuelle. Cela pourrait mener à une situation où les gens toucheraient leur salaire en dollars virtuels, dollars canadiens virtuels. Donc, plutôt que de mettre les dollars canadiens dans leur compte en banque, l'argent serait quelque part sur Internet, dans un compte virtuel, et non pas dans un compte réel, physique, dans une banque canadienne. J'imagine que l'avantage, c'est que ça réduit les coûts considérablement. Ce serait sans doute beaucoup plus efficace. Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Réponse. Nous travaillons avec le gouvernement canadien actuellement pour permettre aux consommateurs qui n'ont pas de compte en banque d'avoir de l'argent versé sur des cartes prépayées. Et c'est la même chose qu'une devise numérique parce que c'est un paiement électronique qui va dans une carte, sur une carte, et qui permet aux consommateurs d'utiliser cette carte sans avoir à avoir de l'argent comptant sur eux. Alors, les chèques de salaire sont versés sur les comptes bancaires aujourd'hui, environ à 90%, mais il existe d'autres solutions. Non, ce n'est pas ce que je veux dire, parce que l'argent n'est pas vraiment conservé de façon électronique. Il figure quand même sur votre compte en banque et vous y avez accès par Internet. Je sais que les gens font des transactions numériques, mais pour les pairs à pair, je ne savais pas que vous proposiez des transactions de pair à pair. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça n'est pas pareil qu'avec le Bitcoin parce que ça ne fonctionne pas de la même façon. Réponse. Le problème avec votre question, c'est que vous parlez d'un paradigme qui serait complètement différent du paradigme actuel. Donc, ça suscite toutes sortes d'autres questions et c'est bien difficile, en fait, de définir cela parce que, par exemple, comment comment faire l'échange entre la devise physique et la devise numérique? Est-ce qu'elles ont le même taux? Est-ce qu'elles ont la même valeur? Donc, ça crée toutes sortes d'autres pistes de discussion qui sont très intéressantes, mais je pense que c'est assez hypothétique. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense que c'est quand même ce qui s'en vient. Et nous avons entendu plusieurs exposés aujourd'hui ou plusieurs exposés plus tôt, qui semblaient impliquer que la devise numérique, c'est l'Internet d'il y a 10 ans. Et qu'on n'est vraiment qu'au début du processus, que ce n'est que la pointe de l'iceberg. Alors, soit on prend le train en marche, ou soit on est complètement dépassé. Sénateur, je pense qu'il faut réfléchir à ce que les consommateurs et les marchands veulent faire avec leur argent. Ils veulent les avantages. Ils ne veulent pas forcément la technologie. Ils veulent pouvoir transiger en toute confiance. Ils veulent de la sécurité. S'ils veulent transiger électroniquement ou par téléphone, eh bien, ils devraient pouvoir le faire. S'ils veulent pouvoir faire un échange de personne à personne de façon électronique, eh bien, ils devraient pouvoir le faire également. Mais ils devraient pouvoir le faire dans un contexte de sécurité et de confiance. Alors, si on cherche les avantages du système, eh bien, on ne va pas forcément vouloir la technologie à tout prix. Bon, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, mais merci. Très bien, sénateur Corey. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci. Je ne fais pas partie du comité d'habitude, donc tout cela est très nouveau pour moi. Quand on parle des bitcoins, disons
au fin de la discussion qu'on travaille avec des bitcoins ou encore avec des transactions de débit, que les frais de transaction soient les mêmes. OK? Partons du principe que les frais sont les mêmes. Quels seraient les avantages ou les désavantages, si vous voulez, des bitcoins? Pourquoi choisir les bitcoins plutôt que ce qu'on a actuellement? Parce que si les frais de transaction sont les mêmes, qu'est-ce que ça change? Parce que le président a dit qu'il a acheté des bitcoins hier matin, mais qu'à la fin de la journée, il avait déjà perdu de l'argent. Ça ressemble un petit peu à la bourse, n'est-ce pas? Alors, si c'est comme un système de valeurs et d'actions à la bourse, est-ce que ça veut dire qu'il aurait aussi pu faire de l'argent? Est-ce que c'est ça l'avantage des bitcoins? Parce que vous pouvez faire des intérêts, vous pouvez augmenter votre capital plutôt que de perdre de l'argent. J'essaie de comprendre l'intérêt du bitcoin par rapport aux transactions traditionnelles. Et je laisse de côté les frais de transaction. La réponse, c'est qu'il n'y a pas d'avantage. À notre avis, du point de vue des institutions financières, avec les produits électroniques qu'offrent les banques en ce moment et les institutions financières, eh bien, on offre davantage de confiance, une plus grande divulgation, une meilleure sécurité, etc. Donc, il n'y a aucun avantage au Bitcoin. Question, est-ce que vous savez si on risque de perdre la valeur du Bitcoin en une journée? Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'augmenter la valeur du Bitcoin? C'est ça, le Bitcoin? Absolument, c'est tout à fait possible puisque c'est un produit extrêmement volatile et il y a des gens qui transigent le Bitcoin exactement pour cette raison-là, pour faire de l'argent. Mais on peut transiger les Bitcoins en sachant ce qui peut se produire, mais c'est une autre chose encore d'acheter des bitcoins aujourd'hui avec l'intention de l'utiliser pour payer quelqu'un demain. Et si on voit que justement vous perdez 20% de la valeur de votre bitcoin, eh bien c'est un problème. Les garanties qu'offrent les banques ne s'appliquent pas au bitcoin. Bon, cela met fin à au premier tour. Nous n'avons plus de temps, mais il y a encore 3 personnes qui voudraient poser des questions. Si vous pouvez répondre rapidement, je vous demanderai de le faire. Sinon, est-ce que vous pourriez nous envoyer plus tard votre réponse? Je commence par le sénateur Massica. Une question très rapide. Je suis d'accord avec vous pour dire que les frais associés au Bitcoin ne sont pas très bien connus. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que coûte aux clients, aux commerçants, une transaction avec une carte de débit, une transaction de $100? Combien est-ce que ça coûte à tous ceux qui interviennent dans la transaction? Vous avez parlé de transactions. Il y a aussi les cartes de magasin. Alors, combien coûte à chacun cet achat de $100? Eh bien, pour le consommateur, d'abord, la plupart des consommateurs ont des comptes de banque qui offrent certains services gratuits. Par exemple, l'utilisation des cartes de débit. Les jeunes en particulier utilisent beaucoup. Est-ce que je peux finir pour le marché? Si je me dépêche pas, le président va me disputer. Mais on pourrait vous répondre. Pourriez nous répondre par écrit? Oui, bien sûr, on pourrait faire cela. Mais ce que je voulais savoir, et je suis sûre que la réponse sera que Interact coûte beaucoup moins cher qu'une carte de crédit. Oui, et les qualités sont différentes. Et tout à l'heure, vous avez dit que votre politique, c'est de ne pas faire de la discrimination. Or, je vois beaucoup de publicité pour les cartes de publicité. Je reçois beaucoup de lettres, mais je reçois rarement de publicité pour Interact, ni de lettres me publiant, faisant la promotion d'Interact. Eh bien, je suis très déçue que vous n'ayez pas remarqué notre vaste campagne de publicité. Bon, alors, on va obtenir une réponse sur les coûts. Sénatrice Bellemare et ensuite la sénatrice Ringuette, rapidement. Qui va simplement, je veux la mettre sur la table en matière de réflexion. Puis si vous avez une réponse, ça serait intéressant. C'est encore une supposition. Supposons que les bitcoins, la monnaie numérique, réussit à régler le problème de la fraude. Okay? Puis qu'il ne peut pas y avoir de fraude dans le système. Supposons cela. Le fait que les bitcoins ont une masse, un nombre de bitcoins limité dans le temps,
qu'on évalue à un moment donné à 21 millions de dollars. Et le fait que le commerce international augmente beaucoup, ne croyez-vous pas que parce que le nombre de bitcoins est limité puis que le commerce international augmente, qu'à long terme, la valeur du bitcoin va augmenter dans le temps? Et parce que la valeur du bitcoin va augmenter dans le temps, ça lui donne des possibilités, s'il est utilisé, de storer la valeur, hein, et aussi, ça lui donne une crédibilité importante comme mode de paiement. Alors, c'est une réflexion. J'aimerais ça que vous... Question d'examen. De spéculation. Ouais. Oui. Yeah, that is speculative. Honestly, Senator, the reason I can sleep. Oui, eh bien, je dors bien la nuit parce que je ne fais pas de transactions sur les devises étrangères. C'est spéculatif et ce qui notre souci, c'est pas ça les œufs qui achètent les bitcoins comme marchandises, mais ceux qui l'achètent comme moyen de paiement. Et enfin, la sénatrice Ringuette. Moi, je suis d'avis que je suis même avis que la sénatrice Green. Vos frais sont trop élevés. Mais pour revenir à ce que disait le sénateur Green, c'est la voie de l'avenir, d'après moi, en raison des coûts et le fait que des gens n'auront pas besoin d'avoir un compte bancaire avec tous les frais associés pour faire des transactions, recevoir des paiements, payer. Je pense qu'on devrait... C'est un commentaire, je n'ai pas besoin de réponse, mais je pense qu'il faut savoir que ça s'en vient. Une réponse rapide à cette non-question. Eh bien, les marchands canadiens bénéficient d'un meilleur système de paiement sur le monde, mais ils payent cher. Et la différence entre les cartes de crédit et les cartes de débit, les frais sont... la différence est la moins élevée au monde. Et si vous faites la recherche, vous verrez que les bitcoins sont plus risqués. Et voyez, par la nature de nos questions, que vous nous avez été très utiles et que vous avez provoqué la discussion. Nous allons suspendre nos travaux 2 minutes, le temps que les prochains témoins prennent place.
Deuxième partie de cette réunion, nous recevons l'Association canadienne des paiements dont le mandat est d'établir, opérer, maintenir des systèmes pour le règlement et la compensation. L'association va nous fournir de l'information sur le système d'information qui vont permettre au comité de comparer les différents systèmes de paiement. Pour représenter l'Association canadienne des paiements, Mme Caroline Northcott, vice-présidente et agente principale de gestion des risques, et M. Doug Krivitchak, vice-président politique et affaires publiques. Nous vous souhaitons la bienvenue. Je crois savoir, monsieur, que vous avez une déclaration préliminaire. Oui, merci, Monsieur le Président. L'Association canadienne des paiements est heureuse d'aider le comité dans son étude sur cette importante étude sur la monnaie numérique. Donc, merci de nous avoir invités. Je suis ravie d'être là. Nous avons préparé un bref diaporama que je vous présenterai pendant mes remarques. Votre étude des monnaies numériques arrive à point nommé et est importante. En effet, il ne se passe à peu près pas une seule journée sans qu'il soit question de Bitcoin dans nos journaux. Mais ce ne sont pas seulement les crypto-monnaies qui font la manchette. L'écosystème des paiements canadiens est très dynamique et la cadence des changements et de l'innovation est rapide. Les produits et les services innovateurs qui augmentent la commodité et l'efficacité pour les consommateurs créent aussi une plus grande complexité et un risque accru dans l'écosystème des paiements. Par conséquent, les paiements en général retiennent beaucoup plus d'attention au Canada et dans le monde. Et les organismes de réglementation suivent de près les systèmes de paiement pour vérifier que le niveau de surveillance et de réglementation est approprié pour l'énergie dynamique. Il est crucial d'équilibrer le besoin de sécurité et de bien fondé avec le besoin de promouvoir l'efficacité et l'innovation. Nous croyons que la recherche et la surveillance des faits nouveaux sont essentiels pour concevoir de bonnes politiques et pour gérer le risque. Donc, en bref, aujourd'hui, j'aimerais examiner les éléments clés du système de paiement au Canada, présenter un aperçu de l'écosystème des paiements et de la taille et de l'importance relative des diverses composantes et partager une partie de notre recherche, les tendances des paiements, nos perceptions à cet égard, surtout en ce qui a trop de paiements émergents. Les Canadiens ont besoin de paiements sûrs. À cet égard, l'Association canadienne des paiements joue un rôle important dans le quotidien financier des Canadiens. En vertu d'un mandat que lui fixe la loi canadienne sur les paiements, le rôle premier de l'association est d'établir les politiques, les règles et l'infrastructure pour appuyer et gérer l'échange et la conciliation des paiements entre les institutions financières canadiennes et leurs clients. À la fin de chaque jour ouvrable, les institutions financières ont aussi besoin d'un moyen de régler les obligations de paiement découlant des opérations financières de leurs clients. L'ACP assure une infrastructure de règlement garantie contre les risques, grâce à laquelle les institutions financières peuvent faire en toute confiance les paiements requis pour s'acquitter de leurs obligations de paiement mutuel. La loi canadienne confie également à l'ACP un mandat d'intérêt public particulier. Nous devons tenir compte des besoins des utilisateurs dans la conception et l'application de nos politiques, règles, normes et infrastructures. Il peut exister des risques n'importe où dans l'écosystème des paiements, depuis l'échange d'un chèque frauduleux jusqu'à une cyberattaque contre un système de paiement électronique. Pour cette raison, nous maintenons une surveillance et une analyse continue des risques systémiques, opérationnels et autres et réagissons pour veiller à bien les gérer. La politique publique de l'ACP s'applique au gros de la valeur passant par le système de paiement canadien. Si l'on exclut du tableau des paiements en espèces la valeur des paiements effectués par les Canadiens, les entreprises et les gouvernements en 2012 a été de 16,7 billions de dollars, représentant 12 milliards d'effets. L'ACP assure la compensation de 80% de la valeur de ces paiements ou 13,4 billions de dollars. Cette estimation comprend, entre autres, les chèques, les opérations de débit, points de vente, les débits préautorisés, de même que les virements électroniques.
Les 20% ou environ 3,3 billions de dollars qui ne passent pas par l'ACP sont les opérations dites internes des institutions financières, le paiement par carte de crédit, les paiements effectués par des systèmes à boucle fermée qui comprennent les cartes prépayées, les monnaies électroniques et les crypto-monnaies comme Bitcoin. Il y a certes de nombreux systèmes de paiement, mais tous n'ont pas besoin des services de compensation et de règlement de l'ACP. Cet élément visuel présente la plus large vue de l'écosystème des paiements canadiens qui comprend 4 catégories de systèmes de paiement. La première, que vous voyez ici en bleu pâle, est celle des systèmes nationaux de compensation et de règlement de l'ACP qui se trouve au cœur de l'écosystème des paiements. Le système de compensation de détail de l'ACP s'appelle le système automatisé de compensation et de règlement, ou SACR, et contrôle l'échange des paiements de détail entre les institutions financières membres de l'ACP et calcule un solde global pour chacune d'elles à la fin de chaque jour ouvrable. Le système de transfert de paiement de grande valeur, ou STPGV, est un système électronique de virement électronique qui sert aussi à effectuer les paiements pour solde de compensation de détail. Chacun de ces systèmes est approuvé par un cadre global de règles et de normes et par une loi. La deuxième catégorie est celle des réseaux ou systèmes privés représentés en gris, comme Interac ou Telpay, par exemple, qui exploitent leurs propres services de paiement mais s'appuient sur l'ACP et nos systèmes de compensation et de règlement. Par exemple, l'échange de paiements Interact effectués au point de vente se font sur le réseau Interact d'une manière compatible avec les règles de l'ACP et arrivent ensuite dans le système de compensation et de règlement de l'ACP via le SACA. La troisième catégorie, en bleu foncé, comprend les réseaux comme Visa et Mastercard. Ils n'ont pas besoin du système de compensation de détail de l'ACP, mais comptent sur notre système de transfert de paiement de grande valeur pour effectuer la compensation entre leurs participants. En plus des réseaux de cartes de crédit, cette catégorie comprend d'autres importantes infrastructures de marché financier pour l'échange de valeurs mobilières et des devises, par exemple. Pour emprunter un terme utilisé par nos collègues du ministère des Finances dans leur déclaration au comité, en dehors de ce périmètre réglementaire et du champ de la politique publique de l'ACP, se trouve la quatrième catégorie de systèmes de paiement, les systèmes à boucle fermée ou à réseau fermé. Ce dernier groupe a très peu à voir avec l'ACP. Ces systèmes à boucle fermée vont des cartes à valeur stockées aux porte-monnaies électroniques et aux paiements de personne à personne comme Bitcoin. La seule relation éventuelle de l'ACP avec ce groupe reposerait sur les paiements tirés sur les comptes bancaires pour l'achat ou l'encashement de ces produits. Par exemple, disons que j'utilise ma carte de débit Interact pour acheter une carte iTunes chez Future Shop. Le paiement passerait par l'ACP. Mais lorsque j'utilise la valeur stockée de cette carte iTunes pour télécharger de la musique d'iTunes, le paiement échappe entièrement au domaine de l'ACP. Alors, permettez-moi de dire un mot de Bitcoin. Il semble y avoir de la confusion sur ce qu'est effectivement Bitcoin. Est-ce une monnaie? Nous partageons l'analyse du ministère des Finances et de la Banque du Canada que vous avez entendu cette semaine. Bitcoin ne semble pas répondre aux critères de ce que constitue une monnaie. Il est déficient comme moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Donc, si Bitcoin n'est pas vraiment une monnaie, c'est un système de paiement. Comme n'importe quel autre système de paiement, il a ses règles, ses processus et ses participants. Donc, structurellement parlant, Bitcoin ressemble à un système de paiement. Cependant, lorsqu'à l'APC, nous parlons d'un système de paiement, il y a certains principes à garder à l'esprit. Commençons par la sécurité et la solidité. Nos systèmes nationaux de paiement et de compensation sont là pour faciliter les opérations effectuées en dollars canadiens qui sont garanties par la Banque du Canada. Il ne conviendrait pas d'introduire ce qui ressemble à un produit spéculatif
dans le système régional de compensation de règlement. À l'heure actuelle, le règlement des paiements de détail s'effectue par le système de compensation et de règlement de détail le jour suivant. Malgré cela, les destinataires des fonds obtiennent généralement un crédit provisoire dans l'intervalle. Pourquoi? Parce que le système est fondé sur la confiance mutuelle, la certitude et un robuste cadre de réglementation. Les contreparties sont certaines que le règlement s'effectuera. Et si les fonds sous-jacents sont sujets à une extrême volatilité, les participants pourraient ne pas pouvoir effectuer le règlement, ce qui pourrait obliger à repenser le crédit provisoire et l'efficacité qu'offre le système actuel. Parlons un peu d'innovation. J'ai commencé par dire que l'innovation a lieu dans l'ensemble du système de paiement, pas seulement dehors du périmètre réglementaire, et vos derniers témoins l'ont dit aussi. Grâce aux nouvelles règles que l'ACP a mises en place, les institutions financières peuvent désormais offrir des photochèques au Canada, ce que nous appelons la télésaisie des dépôts. Et nous travaillons de près avec l'industrie et les intervenants pour faciliter l'instauration de nouveaux produits à base de débit sans contact comme Flash Interact. Et il faudrait que vous terminiez d'ici 5 minutes, sinon on n'aura pas de temps pour poser des questions. Bitcoin est vu comme une technologie perturbatrice, mais Bitcoin semble avoir réglé un des grands défis qui s'offre à la monnaie numérique décentralisée sur l'authentification entre les parties. L'authentification cela va devenir plus facile avec le temps. J'aimerais vous parler un peu des tendances dans les paiements pour vous donner une idée des crypto-monnaies. Il y a de nombreuses tendances dans le système de paiement et pour vous aider à comprendre le paysage complet, ce tableau vous présente la valeur des volumes. Et je pense que tout le monde comprend les espèces. C'est ce qui est utilisé dans 45% des cas, mais ça représente seulement 2% de la valeur. Ça continue à baisser. Les chèques aussi. Mais les produits comme les cartes de crédit et de débit continuent à augmenter, notamment pour les paiements en ligne et les préposés. Mais les portefeuilles électroniques sont de plus en plus utilisés parce que les volumes sont très petits. Les données canadiennes sur les crypto-monnaies comme le Bitcoin très difficile à obtenir. Donc, nous avons dû faire des extrapolations. Nous estimons qu'il y a entre 1000 et 2000 opérations par jour. À l'extrémité supérieure des estimations, le volume d'opérations en Bitcoin au Canada ne représenterait que 0,01% du total des opérations de débit et de crédit au pays. Donc, ces crypto-monnaies ne comptent pas sur l'ACP pour compensation et pour le règlement et ne profitent donc pas du cadre juridique de l'ACP. Cela dit, ces entités ne sont pas admissibles à la qualité de membres de l'ACP. Elles ne sont pas assujetties à la supervision du gouvernement elles n'ont pas accès à la liquidité d'urgence par l'entremise de la Banque du Canada. Donc, tous ces aspects sont là pour rendre notre système sécuritaire. Donc, pour conclure, il est important d'en apprendre davantage sur cette question, mais aussi de comprendre les risques associés à ces produits. En effet, l'étude de votre comité, combinée à l'examen fédéral de la gouvernance et du système de paiement canadien qui est actuellement en cours, est l'occasion idéale de veiller à faire respecter les objectifs de politique publique qui sous-tendent le système de paiement canadien pendant que les paiements évoluent pour répondre aux besoins des utilisateurs. Et donc, nous appuyons l'intention du gouvernement annoncée dans le budget de février dernier d'élaborer une approche basée sur les risques à l'égard de la situation du système de paiement canadien. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, le cadre de réglementation actuel ne couvre pas tous les paiements émergents et certainement aucune des monnaies virtuelles ou crypto-monnaies d'aujourd'hui.
Donc, on veut évaluer les risques à l'égard de ces systèmes de paiement. On veut voir si on peut les évaluer. Et on veut voir aussi s'il y a un besoin qui existe ou un besoin non défini d'accéder au système national de compensation et de règlement. De quels moyens disposent les organismes de réglementation pour veiller aux vastes enjeux de politique publique comme la protection des utilisateurs, la sécurité, la stabilité des systèmes de paiement à boucle fermée? Donc, nous sommes prêts maintenant à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. Il y a plusieurs sénateurs qui veulent poser des questions. Le sénateur Black, puis le sénateur Massicotte, d'abord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup à nos témoins de leurs exposés. C'était très intéressant. Si j'ai bien compris votre organisation, vous êtes un organisme plutôt de service qui dessert ses membres. Écoutez, nous fournissons deux niveaux de services. Nous avons deux responsabilités. D'abord, l'élaboration des règles et des normes pour les systèmes de paiement. Donc, c'est un rôle politique. Et nous avons aussi un rôle qui consiste à fournir l'infrastructure pour ces paiements. Non, je comprends, mais j'essaie de simplifier un peu les choses. Vous n'êtes pas une entité publique. Non, nous sommes quasi publics et quasi privés, si vous voulez. C'est-à-dire que notre conseil d'administration, aujourd'hui, est composé pour la plupart d'institutions financières, des personnes nommées par le ministre des Finances, notamment, et nos membres. En fait, tout notre financement vient de nos membres. Il n'y a pas de financement public et notre structure de gouvernance est examinée au moment où on se parle. D'accord, donc vous êtes une organisation de service et pour moi, c'est quelque chose de très positif. Vous êtes un organisme de service qui est financé par ses membres. C'est très bien. D'accord, alors si je suis fournisseur de Bitcoin, je ne peux pas me joindre à votre organisation, n'est-ce pas? Réponse. Le statut de membre est établi par la loi qui découle du ministre des Finances. Donc, le statut de membre pour notre organisation est établi par le ministre. Donc, vous devez être une institution financière reconnue par le gouvernement du Canada. Très intéressant, merci. Alors, présumons que les devises numériques sont une chose qui va rester. Et est-ce que vous pensez que votre organisation, un jour, pourrait être modifiée, que la loi qui l'a créée peut être modifiée pour accueillir les fournisseurs de devises numériques? Je pense que les systèmes de paiement ne cessent d'évoluer. Je sais que le ministère de la Justice, des Finances plutôt, se penche sur tout ce domaine qui est en croissance, qu'on pourrait appeler un domaine non réglementé, que ce soit PayPal, que ce soit par Google, tout le domaine des transactions financières non réglementées. Et donc, les choses vont certainement changer. Mais pour l'instant, ce type de société ou de compagnie n'a jamais signalé son besoin de faire partie du système de paiement traditionnel du Canada. Très bien. Donc, à partir de ce postulat, est-ce que vous pensez qu'il est possible que des commerces ou encore des personnes décident qu'ils n'ont pas besoin de votre organisation? Ça n'a rien de personnel, ça n'est pas une attaque. Réponse, non, pas du tout, mais j'ai du mal à croire qu'un système qui transige à hauteur de 53 milliards de dollars annuellement puisse être considéré comme inutile. Oui, mais à un moment donné, on pensait aussi que le bureau de poste serait toujours nécessaire. Écoutez, les systèmes que nous régissons, et Caroline pourrait ajouter quelque chose d'ailleurs, sont très importants. Nous sommes aussi un outil qui joue sur la politique financière. Nous sommes très liés aux politiques établies par le gouvernement du jour et par les institutions financières. Caroline, moi j'aime bien penser que je suis assez créative. Alors, votre question est une hypothèse. Oui, c'est possible, mais ça mettrait complètement, ça changerait complètement la situation actuelle. Quand on parle de Bitcoin, on parle surtout de ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire les transactions au détail, une valeur entre une personne et une personne, peut-être un échange entre un pays et un autre. Donc, ça s'applique vraiment au domaine du détail, comme ça figure à l'écran. Donc, quand on parle plutôt de l'Association canadienne des paiements, là, c'est un autre domaine. Alors, je sais que les choses vont changer, mais nous, on parle d'une politique financière. Et donc, ce sont des fonds, des transferts entre les banques, entre les grosses entreprises. Donc,
Il s'agit ici soit de règlements de produits dérivés ou encore des transactions pour financer des banques. Et tout ça, ça doit forcément passer par un système de transfert d'envergure et ça veut dire aussi des normes internationales. Donc là, ça nous oblige à être un peu plus créatifs. Ça va peut-être jamais changer. Oui, d'accord, mais pour le côté commercial au détail, là, vous pensez qu'il y a peut-être place à l'amélioration ou à l'innovation? Oui, absolument. Merci, sénateur Black, sénateur Massicotte, puis sénateur Belmar. Merci, Monsieur le Président. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est très utile de vous entendre. J'aimerais continuer dans la même veine. Monsieur Kreshek, vous n'intervenez que lorsqu'il y a un transfert d'argent entre deux banques, par exemple. Comme vous l'avez dit dans votre exposé, si CIBC fait une autre transaction avec une autre banque, ils utilisent votre service parce que pour une transaction de débit entre un consommateur et une banque, vous n'intervenez pas. Donc, je fais une hypothèse. Pourquoi seriez-vous impliqué dans le Bitcoin puisqu'ils n'ont pas besoin de vous? Il n'y a pas de relation entre vous et le Bitcoin finalement. Cela étant dit, vous remarquez quand vous parlez de votre définition des devises qu'il y a un manque de certitude ou de stabilité, si vous voulez, et que peut-être que les consommateurs profiteraient d'une meilleure définition. Vous êtes un expert en matière de réglementation, de transfert, de fonds, etc. Peut-être, est-ce que vous pensez qu'il faut une réglementation quelconque au Bitcoin sur cette transaction virtuelle? Est-ce que vous pensez que ça peut fournir cette certitude, ce niveau de confort que l'on recherche? Réponse. Je pense que beaucoup d'administrations ont examiné ce type de produit pour lutter notamment contre le blanchiment d'argent. Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau produit, il y a forcément des risques et des préoccupations qui en découlent. Je sais que les États-Unis et le Canada se préoccupe de la question du blanchiment d'argent. Alors, pour répondre à votre question, est-ce que c'est préoccupant? Certainement. Et comme les panélistes le disaient un peu plus tôt, il s'agit aussi d'avoir un cadre qui sert les utilisateurs, un cadre qui permet de comprendre ce qu'ils font lorsqu'ils achètent des bitcoins, par exemple. Oui, il y a des avertissements, mais est-ce que les avertissements sont suffisants? Est-ce qu'ils sont assez clairs? Donc, vous voulez dire, est-ce que le public sait dans quoi il s'engage? Oui, je comprends. Étant donné que les bitcoins sont anonymes, il y a un Américain qui est venu témoigner hier et qui a dit, en effet, que cela pourrait mener à une utilisation numérique de l'argent à des fins de blanchiment d'argent. Mais donc, il y a des gens de la Banque du Canada qui nous ont dit, et d'autres gens d'ailleurs, qui nous ont dit que non, on a une perception selon laquelle c'est anonyme, mais en réalité, il y a une chaîne d'origine qui est très claire et vous pouvez remonter jusqu'à l'émetteur. On peut retrouver l'identité de la personne qui a réalisé la transaction. Alors, quelle est la vérité? Certains nous disent oui, certains nous disent non. C'est vous les experts. Alors, est-ce que c'est anonyme, oui ou non? Est-ce qu'il y a moyen de savoir qui a réalisé une transaction avec le Bitcoin? Réponse. En fait, je vous dirais qu'on n'est pas des experts en matière de Bitcoin. Comme vous l'avez dit d'emblée, ils n'ont rien à voir avec nous et vous avez raison. Parce qu'on ne risque pas de s'en servir et ils n'ont pas besoin de passer par une institution financière, par définition. Ils font partie de la famille des PayPal et des autres services. Alors, nous ne sommes certainement pas des experts en matière de Bitcoin et je ne peux pas répondre à votre question. Donc, vous vous demandez certainement ce que vous faites ici aujourd'hui. Réponse. Moi, je vais prendre une perspective un peu différente. Je ne suis certainement pas une experte, comme on l'a dit, mais on a entendu ce qui a été dit un peu plus tôt. Alors, au sujet des paiements, on a déjà parlé d'une denrée, un paiement et d'une devise. On a parlé du fait qu'il faut une réglementation, un règlement. On va voir donc les risques associés à chacun de ces domaines et l'incidence de chacun de ces risques. Parce que moi, je crois en effet qu'on doit réglementer en fonction des risques. Alors, ces conversations parfois mélangent les trois éléments. Et c'est toujours important de voir les risques que comporte chacun des éléments pour établir le règlement. Mais quand on revient à la question des consommateurs et de savoir si on peut retracer les gens qui ont réalisé les transactions, moi aussi, je suis curieuse de le savoir. Mais il faut quelque chose pour sauvegarder le système. Il faut un mécanisme pour savoir, pour aller retracer et chercher l'information. Maintenant, est-ce qu'une devise numérique, attention au modèle parce qu'il y a des modèles différents, le Bitcoin est un des modèles des devises numériques, mais il y en a plusieurs.
Alors, en ce qui concerne les devises numériques, quel est le mécanisme qui vous permet de connaître non pas votre client, mais votre homologue, si vous voulez, la partie inverse? Il y a des mécanismes pour le faire, mais est-ce que c'est très compliqué de savoir quelle est l'autre partie impliquée dans la transaction? Et c'est là peut-être que vous verrez la différence entre plusieurs types de systèmes. Est-ce que c'est anonyme? Est-ce que ça n'est pas anonyme? Est-ce que la banque a plus de facilité à connaître l'autre partie qui transige? C'est là que vous entendez peut-être des témoignages qui se contredisent et je pense que c'est peut-être là la contradiction. Sénateur Bellemare, puis sénateur Inguette. Une question par rapport à votre présentation et en particulier par rapport au paysage des paiements de détail au Canada. Alors, il y a des données là qui sont très intéressantes, qui sont surprenantes et je voudrais d'abord que vous nous expliquiez quelle est la différence entre la notion de valeur des paiements et le volume des paiements. Parce que, pour comprendre un peu mieux, là, on voit ici, par exemple, que le volume des paiements en espèces est de 45 % alors qu'il est de 2 % dans la notion de valeur des paiements de détail. Alors, pouvez-vous juste simplement donner une définition là, de ce que ça représente, ça? Certainly. Certainement. Pour la plupart d'entre nous, nous utilisons de l'argent comptant pour nos petits achats. On va au Starbucks, bon, ils ne sont peut-être pas petits, mais disons, vous allez chez Tim Hortons, ça coûte un peu moins cher. Alors, vous utilisez l'argent comptant, n'est-ce pas? On l'utilise assez fréquemment. Maintenant, ça s'applique au nombre d'achats qui ont lieu au Canada. Et donc, l'utilisation du comptant est très élevée dans ce contexte-là. Alors, on tient compte de tous les achats qui ont eu lieu au Canada. 45 % de tous les achats se font avec de l'argent comptant. Ça, c'est une étude qui a été réalisée par la Banque du Canada. Mais compte tenu du fait que ces transactions sont de montant faible, eh bien, ils représentent seulement une très petite valeur des transactions. Parce que la valeur de chacune des transactions est faible. D'accord. Donc, vous parlez de tout l'argent dépensé. Je comprends la différence. Et c'est ce que l'on voit dans le document sur les dépenses générales. Bon, écoutez, il y a un sondage qui a été réalisé, une enquête sur tous les paiements. Et donc, on a une idée de la valeur des transactions ou des dépenses des consommateurs, du gouvernement et des entreprises. D'accord. Et le volume, c'est différent. Ça n'est pas en dollars. C'est le nombre de transactions. Je comprends. Ça va. Merci. Merci, sénateur. Sénateur Inguette. Merci, Monsieur le Président. Pouvez-vous afficher la diapo 4 à l'écran? À droite de votre diapo, vous avez une liste de cartes de crédit. Ça ne passe pas par votre système? Si, absolument. Il y a une différence. Regardez Visa et Mastercard. Oui, je pense toujours à Visa et Mastercard. Donc, pensez à Visa et Mastercard. Quand vous utilisez vos produits Visa et Mastercard chez un marchand, chez un commerçant, eux, chez Visa et Mastercard, ils font tous les calculs pendant la journée des institutions et de qui doit quoi à qui. Et en bout de ligne, ils définissent qui est dans une position de crédit et qui est dans une position de débit. Et donc, ensuite, ils vont voir notre organisation et ils font des paiements de grande valeur pour équilibrer ceux à qui on doit de l'argent et ceux qui doivent de l'argent. Donc, les créditeurs et les débiteurs. Et c'est ça qui permet d'établir les obligations nettes. D'accord, mais ils ne sont pas obligés par vous. C'est-à-dire que les cartes de crédit ne sont pas réglementées par le système ici. Donc, si vous regardez la partie gauche de l'écran, oui, les cartes de crédit sont émises au Canada par les institutions financières, les banques canadiennes qui sont réglementées par vous. Mais les cartes de crédit elles-mêmes ne sont pas réglementées par vous. Donc, il y a des banques canadiennes qui offrent des produits de crédit, mais les produits de crédit ne sont pas réglementés par vous. Ensuite, on regarde les portefeuilles électroniques, le pair à pair ou V.me de Visa. C'est aussi un produit qui est offert
par une institution financière, des institutions financières au Canada, mais ça ne relève pas du tout de votre cadre réglementaire, donc ça ne relève pas de vous. Réponse. Ce qui apparaît en bleu foncé à droite de l'écran. Bon, d'abord, j'aimerais faire une distinction. Ce n'est pas nous qui faisons la réglementation, c'est le gouvernement. Nous avons des membres qui utilisent nos systèmes, mais nous ne réglementons pas. D'accord, alors je fais la distinction entre le gris et le bleu foncé. Le gris plutôt, eh bien là, ce sont les règles qui définissent comment faire un débit, comment faire un dépôt direct, etc. Pour cela, il y a des règles que nous établissons pour le marché au détail. Ce que vous voyez à droite, ce sont des choses qui servent aux agences de paiement. Et donc, ça, c'est ce que vous voyez en bleu clair, mais en bleu foncé, ça, ce sont des gens qui sont indépendants de nous, parce que ça, c'est de la comptabilité, ça se fait dans leur propre système, leur propre écosystème, si vous voulez. Donc, c'est un peu la même comparaison avec les bitcoins. Tout se fait dans leur propre écosystème. Absolument. Le bitcoin figure dans les espèces électroniques, tout en haut à gauche. D'accord, alors j'essaie de comprendre cette situation. Je vois que l'industrie du Bitcoin ne fait pas l'objet de réglementation, que l'Association des banquiers, qui est venue témoigner ce matin, demande qu'il y ait une réglementation des Bitcoins et on pourrait utiliser un système de réglementation par le biais des devises étrangères. Et les devises étrangères, elles figurent ici sur votre diapo. Alors, quelle est votre implication vis-à-vis des devises étrangères? Il y a différentes sortes de réglementations. Il y a la réglementation qui vise à assurer la santé et la sécurité de l'entité. Il y a la réglementation des services. Donc, nous nous occupons des différences de valeur. Puis pour les bitcoins, ça ne s'applique pas. Donc, Bitcoin nous dit que la même réglementation que pour les devises étrangères serait adéquate pour réglementer les bitcoins, comparativement aux cartes de crédit et le VMI par Visa. Ça ne vous concernerait pas du tout. Non, pas du tout. Très bien. Merci beaucoup. Sénatrice Bellemare, une question. Combien de personnes travaillent pour vous? L'association a 90 employés, c'est Ottawa. 90, dont environ 50% s'occupent des systèmes physiques de compensation. Oh, je croyais que vous étiez plus nombreux. Eh bien, nous avons de nombreuses alliances stratégiques. Merci, sénatrice Bellemare. Cela met fin à nos questions. Et au nom des membres du comité sénatorial des banques, je remercie nos témoins. Encore une fois, merci d'être venus aujourd'hui. Je vous rappelle que nous aurons une courte réunion à huis clos. Alors, nous allons suspendre 2 minutes.